Et salut internaute, ça me fait super plaisir d'être avec toi aujourd'hui. Et le sujet, c'est ça. Alors aujourd'hui, une petite vidéo sur le film 1917 de Sam Mendes qui était sorti en 2019, mais que je n'ai pu voir que maintenant parce que en fait, il a été accessible sur Netflix. J'attendais une manière un peu plus simple de le regarder que d'essayer de le trouver sur des plateformes de streaming un petit peu plus ou moins illégales parce que j'étais pas super motivé à regarder ce film-là, je te dirais honnêtement. Beaucoup on m'en avait parlé en me disant que c'était vraiment une expérience cinématographique qu'il fallait absolument voir, et étant donné que je suis quand même pas mal intéressé au cinéma comme tous ceux qui suivent la chaîne ici, hein, dont tu fais partie, c'était quelque chose qu'il fallait que je regarde. Mais en même temps, les films de guerre, c'est-à-dire qu'on tourne toujours autour, un film de guerre c'est un film de guerre quoi. On tourne toujours autour de la même chose, des actes héroïques avec les méchants, les gentils, les méchants qui gagnent et tu dois te donner pour ta patrie. Ça c'est quelque chose, bon, il y a certains films qui sont excessivement bons hein, dans les films de guerre, mais c'est quelque chose qui moi, voilà, ça vient pas me chercher quoi, ça vient pas me chercher. Même s'il y a quelques films qui traitaient de ce sujet-là peut-être au départ et qui étaient comme plus... qui étaient quand même des très bons films. Mais si je pense aux films de guerre, j'en avais déjà parlé dans des vidéos précédentes, de manière plus magistrale. Si tu as Platoon par exemple ou Apocalypse Now, eux pour moi traitent réellement de la guerre telle qu'elle doit être, c'est-à-dire un petit peu de l'incohérence de ce qui se passe quand tu es en guerre, hein, tout simplement. L'absurdité des combats, les gens qui perdent un petit peu la raison parce que quelque part ils sont témoins de choses qui sont horribles et horrifiantes, ils ont une expérience qui vont les marquer jusqu'à la fin de leur jour. Donc voilà, ça pour moi c'était des films qui sont peut-être un peu plus profonds que les gentils, les méchants, même si je comprends que ces films-là ont leur place. Mais c'est quelque chose qui vient moins me chercher, tu l'auras compris, parenthèse fermée à ce sujet-là. Donc, je vais traiter de 1917 aujourd'hui. Petite parenthèse très rapide avant de commencer la vidéo. J'ai été attaqué sur la chaîne, bien qu'on ne soit pas très nombreux, hein, mais quand même, je continue la chaîne parce que, comme je l'avais dit dernièrement, c'est comme une sorte de petite communauté. Moi, j'aime bien le cinéma, j'en parle. Il y a pas mal de monde qui laisse des commentaires, pas sur toutes les vidéos, mais certaines, qui donnent leur avis et c'est toujours enrichissant. Bref, pour les droits d'auteur, par Henry Cavill News, tu pourras aller chercher directement sur internet, voir c'est quoi. C'est en fait... clairement une sorte de site internet plus ou moins de paparazzi ou j'imagine peut-être d'adeptes, de fans d'Henry Cavill. Et j'avais fait une vidéo, si tu me suis peut-être que tu l'avais vu, j'avais fait une vidéo qui s'intitulait Pourquoi Batman Begins et Superman Man of Steel sont de très bons films. Donc je parlais en fait de ces deux films-là, une vidéo qui était quand même assez longue, qui durait entre 30-35 minutes je pense quand même. Et dedans, donc je faisais un petit peu l'apologie, voilà, je parlais quand même en détail des deux films, je parle pas nécessairement que des acteurs, mais j'essaye de parler un petit peu de tout dans les films, et donc éventuellement j'ai fini par parler des acteurs et de Henry Cavill quand il était question de Superman Man of Steel, et j'avais fait une petite apologie, je vais dire bénéfique, d'Henry Cavill en disant que c'était peut-être une bonne personne, et du coup j'avais mis un extrait d'un film où il s'était déplacé, je pense que c'était en Écosse, je dis pas de bêtises, à une œuvre caritative qui n'était absolument pas connue, et lui avait participé pour que les projecteurs soient tournés vers cette œuvre caritative hein, qui était une lutte contre le cancer, afin de pouvoir ramasser des fonds plus facilement, ce qui était quand même relativement bien. Un petit bout de vidéo qui dure 10 secondes, dans toute la vidéo qui dure 35 minutes, et j'ai été attaqué du coup par Henry Cavill News qui ont demandé à YouTube de supprimer la vidéo, qui a été donc supprimée. J'ai essayé de rentrer en contact avec eux directement par email pour leur indiquer que voilà, c'était de toute façon c'était absolument pas mon intention, et c'est en plus c'est pour faire de la bonne publicité, donc quelque part il n'y a pas de souci. Et aussi parallèlement à ça, on a le droit en fait à 3 attaques, hein, si tu le sais pas, pour droit d'auteur sur YouTube, avant d'être complètement banni de YouTube au complet tous tes comptes. J'ai quand même une chaîne d'immigration où j'aide énormément les gens. Je suis à l'heure actuelle à presque 19 000 abonnés, j'ai un compte TikTok à presque 11 000 abonnés, donc tout ça c'est des gens qui ont à qui j'apporte du soutien notamment pour l'immigration de manière quasi bénévole pour ma part, donc les processus d'immigration, etc. Donc tu vois tout de suite que les conséquences pour moi pourraient être quand même néfastes plus que la chaîne de cinéma. La chaîne de cinéma pour moi c'est un petit peu mon divertissement. J'aime partager ce que j'aime avec les gens qui aiment le cinéma, donc je la continue quand même, mais c'est ça, c'est quand même, il y a plus d'impact. Donc j'ai essayé de leur envoyer un email en leur expliquant tout ça, et zéro nouvelle, et ils ont continué à m'attaquer pour droit d'auteur. Donc pour l'instant 1 sur 3 sur les droits d'auteur.
Il est clair et net que dans toutes mes vidéos maintenant, tu vas juste voir des petites images, mais plus de films. Je vais plus risquer d'être banni de YouTube. Parenthèse fermée, merci de m'avoir écouté à ce niveau-là. Je sais que je fais souvent des introductions peut-être un petit peu trop longues. Avant de rentrer dans le vif du sujet, on y va tout de suite. 1917 de Sam Mendes. Donc le titre de ma vidéo, pourquoi 1917 est un très bon film, et j'ai pas mis ni un classique ni un film de tous les temps, parce que tu vas voir, je vais te donner les points positifs, les points négatifs. Il y a des points négatifs quand même pour moi qui tournent autour de cette histoire de film de guerre dont je viens de te parler. Mais il y a quand même des points positifs. 1917-2019, 8.2 sur 10 sur IMDb de Sam Mendes. Si tu connais pas Sam Mendes, c'est quand même un grand réalisateur. Il a réalisé à peu près, je pense, 12 ou 13 films, c'est pas beaucoup, mais il fait des films de qualité. Si je pense à American Beauty en 1999, qui bien sûr, si tu l'as pas vu, il faut que tu ailles voir ce film-là. C'est un classique du cinéma. C'est un film, lui, c'est un classique du cinéma. C'est un film qui pour moi est parfait, excessivement bien filmé, très bien narré, superment bien écrit et très bien joué, même si c'est joué par un acteur, l'acteur Kevin Spacey, que bon... Mais on va parler du personnage, pas de la personne qui est en arrière du personnage, ok? Donc le film en tant que tel est quand même très bien conçu. Road to Perdition, si je pense à ce film-là aussi, je pense que c'était avec Tom Hanks, Road to Perdition, qui est quand même aussi un très très bon film. Et il y avait un autre film aussi avec Kate Winslet, je me souviens bien, et Leonardo DiCaprio, qui jouait une sorte de couple, il me semble, dans les années 50, je me souviens bien, et qui avait un petit peu des problèmes de couple, mais qui est quand même un film aussi assez bon. Donc j'en ai cité quelques-uns, j'ai complètement oublié le titre, mais il est au montage quelque part. Donc quand même, voilà, j'en ai cité quelques-uns, mais quand même une grosse carrière. Sam Mendes, oh, il a fait aussi les deux James Bond, il me semble, Skyfall, ça c'est certain, et Spectre. Skyfall et Spectre, qui étaient aussi de Sam Mendes, qui bizarrement m'ont réconcilié aussi avec James Bond, parce que James Bond, bon, Casino Royale, ouais, plus ou moins, moyen, mais Skyfall et Spectre, j'avais quand même particulièrement aimé, et c'est pas parce que c'est Sam Mendes en arrière, je le savais pas, même quand j'avais vu les films, je te dirais, je vais toujours, avant de regarder un film, essayer de me renseigner, mais j'avais trouvé la cinématographique vraiment bien faite, et comment c'était tourné, l'action, il y avait un petit peu d'humour dedans, c'est très linéaire, il n'y a pas de temps mort, l'action est là pour servir le scénario, donc finalement c'était quelque chose qui m'avait quand même pas mal plu, pas des super grands films, mais quand même très divertissant, très bon à voir. Donc, Sam Mendes, présentation rapide, réalisateur quand même très connu. Ça a été écrit par Krysty Wilson-Cairns, qui n'avait pas fait grand-chose, je te dirais, avant 1917. D'abord, c'est une femme qui écrit un film de guerre. Évidemment, Sam Mendes a participé au scénario, mais ça, c'est toujours quelque chose qui est, je te dirais, quand même assez bien. Ça donne un regard un petit peu différent peut-être que des hommes sur les films de guerre, puisque principalement, ce sont les hommes qui vont à la guerre, bien qu'il y a des femmes soldats à l'heure actuelle. Et donc, surtout quand c'est des films d'époque, là, ce sont juste des hommes. Donc ça, c'est quand même assez intéressant. Ça me fait penser assez rapidement comme ça, par exemple, à Mad Max, où effectivement, George Miller demande toujours à sa femme, depuis le premier, de monter les films. Donc c'est des films qui sont ultra violents, mais c'est une femme qui monte des scènes violentes. Donc du coup, ça peut donner peut-être une nuance, une subtilité un petit peu plus à l'action et à la violence, qui nous, en tant que spectateurs, peuvent venir nous chercher d'un point de vue un petit peu plus original. Donc elle était principalement la scénariste de la série Penny Dreadful, entre 2014 et 2016, qui avait 3 saisons de mémoire. Moi, j'ai regardé cette série-là, je te dirais, la première saison est fantastique. J'étais vraiment rentré dedans, très bonne série, c'est Eva Green qui a le rôle principal, mais il y a d'autres acteurs comme Timothy Dalton, je me souviens bien, et encore d'autres, une pléiade d'acteurs qui jouent dans cette série-là, excessivement bien fait, et la saison 2 m'a un petit peu plus perdu parce que je trouvais qu'ils avaient complètement, je te dirais, renié quelque part la narration, ils avaient gâché la narration au maximum, ils avaient détruit certaines psychologies de personnages, on n'allait plus du tout dans la même direction que la direction de la saison 1, et la saison 3, j'ai carrément arrêté après l'épisode 3, c'était insupportable, donc pour moi, ça devenait n'importe quoi. Mais quand même, c'était la scénariste de cette série-là qui a été quand même très à succès, donc c'est quand même à noter. En tant que personnage, ça aussi c'est très intéressant pour 1917, tu vas retrouver donc dans les acteurs principaux les deux soldats qui vont faire cette espèce de parcours initiatique sur lequel je vais revenir après, donc Dean Charles Chapman et George McKay, que tu connais peut-être un petit peu plus, un acteur anglais mais qui tourne pas mal aux États-Unis. Il avait joué dans un western qui était le Gang Kelly, je sais plus exactement le nom, il me semble. Et puis il avait joué le fils aussi dans un des films, je me souviens plus lequel. Donc
parenthèse fermée, on va mettre ça de côté, parce que là, j'ai vraiment plus aucune idée. Donc George Mackey, c'est quand même pas, quand tu vas regarder le film, tu vas voir son visage et c'est pas quelqu'un d'inconnu. Tu vas dire, oh ok, je l'ai déjà vu dans d'autres films très clairement. Donc tu as ces deux acteurs-là, bien que George Mackey soit pas un acteur super connu, il y a quand même le rôle principal dans le film. Et après ça, il y a d'autres acteurs comme Colin Firth qui joue dedans, Andrew Scott qui jouait Moriarty dans la grande série anglaise Sherlock Holmes que si t'as pas vu, il faut voir, c'est quasiment parfait. Jusqu'à la saison 3, à partir du moment où il y a un problème avec Moriarty, c'est là où moi j'ai un petit peu décroché parce que c'est tiré par les cheveux, mais jusque là c'est vraiment génial. Mark Strong qui joue dedans, Benedict Cumberbatch, justement on parlait de Sherlock, lui aussi joue dans cette série-là. Ce qui est très intéressant, point de vue très original de ce film-là, c'est que l'acteur principal, George Mackey, reste l'acteur principal, même si c'est le moins connu, et tous les autres acteurs qui sont des acteurs très connus ont des rôles secondaires. Donc en fait, ce sont des rôles qui sont là pour aider le rôle principal, le personnage principal, à pouvoir évoluer dans son espèce de parcours. Initiatique, c'est un grand mot. On va dire parcours tout court. Ok. Le film a eu un budget de 95 millions et les revenus de 384 millions à l'international. Donc le film a été plus que remboursé, c'est parfait. Pour eux, c'est rentré dans les frais, il n'y a pas eu de souci. Alors, toute l'originalité de ce film se déroule en fait par le principe que ce film est véritablement un parcours. Hein, tu l'auras compris, je l'ai dit depuis le début. C'est-à-dire qu'en fait, tu commences réellement à un arbre et tu finis à un arbre. Et au milieu de ces deux arbres, tu as deux soldats puis un soldat finalement. Je ne veux pas spoiler nécessairement, je te dirai le film. Je te demanderai d'aller le voir peut-être avant de regarder la vidéo. Mais et qui donc doivent remplir une mission. Hein, en gros, c'est ça l'idée. Et se rendre à un point X. Et pour ça, ils doivent traverser différents champs de bataille. Certains où on dit qu'il y a encore les Allemands, et puis finalement on se rend compte que les Allemands sont peut-être plus là. Et d'autres où on dit que non, la ville, par exemple, il doit traverser une ville à un moment donné, est quasi désertée, les Allemands sont plus là, et finalement ils sont là. Donc, il y a toujours un petit peu des surprises comme ça pour le soldat, le ou les soldats, qui vont devoir avoir cette mission. La mission, en fait, c'est de transmettre un message à un commandant qui est de l'autre côté de tous ces champs de bataille-là, à l'autre bout, pour lui dire de ne pas attaquer une faction d'Allemands qui serait soi-disant en retrait parce qu'ils perdraient, et en tout cas c'est l'image qu'ils donnent parce qu'en fait ils sont armés jusqu'aux dents, ils attendent que la faction anglaise attaque pour les anéantir. Donc le message du soldat qu'il doit amener, c'est de dire n'attaquez pas, vous allez vous faire complètement détruire au complet. C'est un petit peu ça l'idée. Donc ce qui est intéressant, c'est vraiment ces deux arbres-là, et après ça on s'en va, et c'est là l'originalité du film, en plan séquence. Alors tout le film, et moi, ça m'a tué et je comprends pourquoi les gens disaient qu'il y avait une cinématographie formidable dans ce film-là et qu'il fallait absolument le voir. C'est un plan séquence. Alors, il faut te dire que c'est un faux plan séquence, ok? C'est pas un vrai plan séquence. On avait demandé, d'ailleurs les gens avaient demandé à Sam Mendes comment il avait fait, il avait dit mais non, il n'y a pas de plan séquence. Le plan le plus court du film dure 39 secondes et le plus long du film dure 8 minutes et demie. C'est très long, 8 minutes et demie quand même pour avoir tourné, je te dirais, comme ça sans discontinuer et sans couper. Il y a des plans séquences, 8 minutes et demie c'est long comme plan séquence. Donc c'est toutes des séries de plans séquences. Et en fait dans le film, comment ça se passe? Comme le film est un plan séquence, hein, c'est un plan séquence du début à la fin mais un faux, à chaque fois que tu vas avoir un rideau qui se ferme, à chaque fois que tu vas avoir, à un moment donné, tu as une caisse qui passe en avant de la caméra, à ce moment-là, il coupe et il peut reprendre à partir de là. Donc, il tombe dans l'eau, à un moment donné, on est dans l'eau, on coupe. Donc, tous ces endroits-là, en fait, toi-même, en tant que spectateur, tu peux les voir. À chaque fois il rentre, par exemple, dans un endroit qui est plus sombre, donc ça va être noir le temps qu'on s'habitue, hein, puisque c'est réaliste. C'est comme si on devait s'habituer à la différence de luminosité. Boum, il coupe à ce moment-là. Gros intérêt de ce film-là, c'est donc ce parcours où en fait on commence avec deux soldats à travers les tranchées, on sort des tranchées, après ça on va au milieu des champs de bataille, etc. Et on part de en avant, en arrière d'eux en plan séquence, c'est-à-dire qu'ils ne cessent de marcher, ok, sans arrêt, d'évoluer. Et au fur et à mesure des dialogues qu'ils peuvent avoir entre eux, on va être en avant des deux soldats, on va être en arrière des deux soldats, on va être avec eux au niveau de l'action. Donc ce qui est très intéressant dans ce film-là, c'est qu'en fait l'action est réellement maître de la narration, et toi en tant que spectateur, vu que tu es un petit peu la caméra, tu es aussi au cœur de cette narration-là. L'action, la mission, c'est ça la narration. Les soldats ne sont que des figurants dans cette mission-là. Et la caméra va se balader comme ça, sans arrêt. Ce qui est à noter aussi dans le film, c'est que finalement, les soldats, qui va devenir le soldat finalement, je te laisserai regarder le film si tu t'es intéressé, ne s'arrêtent jamais. Ne s'arrêtent jamais.
Donc, les seules fois où tu vas voir où il s'arrête, il y a une fois où il s'arrête et finalement un gros problème survient. Et la deuxième fois où le soldat est obligé de s'arrêter, encore une fois, il s'arrête, il s'assoit sur une chaise. Et il y a encore un peu une sorte de mouvement, et il peut pas rester trop longtemps sur la chaise, et quand il est sur la chaise, le dialogue indique que finalement, il ressent quelque chose de bénéfique, mais qui peut pas s'attarder, parce que sa mission est plus importante. Donc ça, c'est peut-être le côté qui est ultra original du film, c'est cette idée de plan-séquence que tu as du début à la fin, avec ce parcours linéaire du soldat. Il y en a, j'avais dit au début parcours initiatique, mais je me reprendrai parcours tout court, parce que c'est peut-être dans les points négatifs du film, justement, le fait qu'il y ait ce parcours-là. On voit ça tout de suite. Alors, le film a quand même coûté 95 millions, ce qui est pas rien. Il faut te dire que les acteurs, les grands acteurs que j'ai cités tout à l'heure, sont pas là longtemps devant la caméra, donc ils n'ont pas pu se permettre de demander des gros cachets. Et finalement, quand tu regardes le film, tu te rends compte que la majorité du budget est passée dans des effets pratiques. Donc ça aussi, c'était intéressant. Il y a des effets spéciaux, naturellement, mais il y en a très peu. C'est très secondé, en fait, par des effets pratiques. Et ça, j'avais bien aimé. Il y a vraiment... comment dire, un souci du détail au niveau des décors, au niveau de tous les endroits par lesquels les soldats passent. C'est vraiment, vraiment, vraiment bien fait. Donc ça aussi, c'est peut-être le côté très positif au niveau de la cinématographie, c'est ce souci du détail et du travail au niveau voilà, de l'histoire du film. Mauvais côté, bon ben voilà, alors le mauvais côté principal de ce film-là, c'est que le personnage, ou même les deux soldats, qui devient le soldat, n'ont aucune construction, je te dirais, identitaire. Il n'y a aucune construction identitaire au niveau de ces personnages, on en parle un petit peu au début, il y a des petits dialogues entre eux, on sait qu'il y a l'autre a un frère qui est dans la compagnie dans laquelle ils doivent se rendre. Bon voilà, c'est à peu près tout, c'est ce qui va clôturer un petit peu le film d'ailleurs là-dessus, mais il n'y a pas de construction identitaire. Donc ça c'est un point qui est quand même très néfaste, en même temps c'est un petit peu logique parce que ça rejoint ce que je te disais au niveau la mission. La mission c'est la narration du film, seule la mission est importante. Donc finalement les soldats deviennent un petit peu les moteurs de la narration, c'est les moteurs de la mission, c'est tout. Donc on s'en fout un petit peu des soldats, mais c'est quand même le personnage principal en même temps. Donc c'est le côté, je te dirais, qui moi m'a énormément... Je comprends pourquoi, mais en même temps je trouve que c'est négatif si tu veux. Du coup, on a un personnage qui devient ultra mécanique, c'est là le côté un peu décevant. On essaye de l'humaniser à un moment donné quand il rencontre une jeune femme avec un bébé, mais finalement il finit par s'en aller très vite. Parce que la mission, encore une fois, la mission le rattrape et la mission lui dit qu'il faut qu'il continue à avancer. Donc on a toujours ce rapport-là à la mission et cet effet excessivement mécanique du personnage. Le personnage est réellement un soldat, on a voulu le décrire et c'est bien fait comme un soldat, donc un soldat ne pense pas, un soldat exécute. Malheureusement, c'est ça, en tant que spectateur, moi je trouve que ça laisse un petit peu à désirer à ce niveau-là et ça donne cet autre point négatif dont je parlais tout à l'heure, en début de vidéo, c'est-à-dire que c'est un film qui est entièrement basé sur l'héroïsme. Comme c'est quelqu'un qui est mécanique, qui ne pense pas, c'est juste le héros à part entière qui va juste décider de tout sacrifier pour la mission jusqu'à presque sa vie même. Donc, jusqu'à sa vie, s'il le faut. Donc c'est ce manque de profondeur, si tu veux, qu'il y a dans le film qui m'a un petit peu manqué. C'est vrai que si on avait travaillé un petit peu moins le côté héroïque, bien que la mission soit quelque chose d'important, on aurait pu toujours le laisser en comprenant qu'il y a quand même, ils le disent dans le film, des milliers de soldats qui vont mourir si jamais ils n'apportent pas le message. Donc on comprend que lui, il doit se rendre absolument. Mais on aurait pu travailler ça, si tu veux, un petit peu différemment et avoir un personnage un peu plus construit qui fait un acte héroïque sans lui nécessairement être un héros, je te dirais, dans sa tête, un personnage mécanique. Donc ça, c'est peut-être le côté qui m'a travaillé et que j'ai comme je me suis dit, ok, film super, ma conjointe m'en avait parlé, elle m'a persuadé à ce niveau-là, elle n'a pas eu de problème à me persuader, mais film super bien fait, d'un point de vue cinématographique, mais ça reste un film de guerre comme les autres, quoi. C'est pas Platoon ou Apocalypse Now, comme j'en parlais tout à l'heure. Il n'y a pas de profondeur, si tu veux, au niveau de la guerre, de l'incohérence de la guerre, de l'ambiguïté que les soldats peuvent ressentir quand ils sont voilà, sur les champs de guerre. C'est ce point-là qui m'a réellement, je te dirais, dérangé dans le film. Donc je terminerai assez rapidement en disant quand même, pour en parler des effets pratiques tout à l'heure, qu'il y a une scène, notamment, tu as certainement dû le voir si tu as vu la bande-annonce, où il court le long d'une tranchée, mais les soldats sont tous en train de charger en même temps, et à un moment donné, il rentre dans un soldat, il percute un soldat, l'acteur,
et il se relève. En fait, tout a été fait en une seule prise parce qu'il y avait des explosions, il y avait beaucoup de choses comme ça. Comme je le disais tout à l'heure, c'est des effets pratiques. Donc on ne pouvait pas vraiment refaire la prise. Ils ont décidé de la garder. On dit que c'était plus réaliste. Il devait rentrer dans aucun soldat. Tout était vraiment millimétré, tu vois. C'était tout pensé. Lui, il part à tel moment, toi, tu cours à telle vitesse, donc tu rentres pas dedans. Et finalement, il est rentré dedans. Quand il a rentré dedans, après, il évite de peu un autre soldat parce qu'il est en retard réellement sur la dynamique de la scène. Donc c'était relativement intéressant quand même de voir ça. Le gros point à retenir et qui fait toute l'originalité du film, pourquoi je te le conseille et pourquoi je dis que c'est un très bon film, encore une fois, je l'ai dit 1000 fois dans la vidéo, le plan séquence. Le film est basé réellement comme un plan séquence. Du coup, tu es, en tant que spectateur, complètement immergé dans l'action du film. Tu peux pas ne plus être immergé que ça. Tu es même tendu, parce que tu as l'impression d'être avec les soldats. Tu as l'impression à un moment donné qu'on va te tirer dessus ou qu'il y a une bombe qui va péter quelque part autour de toi. Quand tu viens dans des endroits qui sont restreints où potentiellement il y a des individus ennemis qui peuvent être autour, t'es un petit peu stressé, donc ça marche très bien. C'est ça, c'est le côté ultra positif de ce film-là que j'ai vraiment apprécié, le plan séquence. Il aurait pu être mieux par rapport à l'aspect héroïque dont j'ai parlé un instant, et ça aurait donné un film classique. Mais c'est pas le cas. Ça reste quand même un très bon film, ça reste une expérience vraiment à faire. Tu perdras pas ton temps à regarder ce film-là, il n'y a pas de longueur, c'est vraiment du début à la fin, c'est vraiment, voilà, c'est de l'action, de la pure action tout le long, quoi. Même s'il y a des dialogues, il se passe toujours quelque chose quelque part, il y a une bombe qui tombe, il y a quelqu'un qui se fait tirer dessus, il y a toujours de quoi qui se passe autour, c'est vraiment remarquable. Donc évidemment, bon, j'ai décidé de citer quelques films au niveau des plans séquences si ça t'intéresse, j'en ai noté 3, mais il y en a plein d'autres. J'avais pensé notamment à ce premier film-là qui m'avait marqué, The Silent House en 2010, qui était un film argentin de Gustavo Hernandez, qui avait eu d'ailleurs un remake très moins bien fait, hein, je te dirais vraiment très mal adapté, en 2011 avec Elisabeth Olsen du même titre d'ailleurs, puisque le film Silent House a son titre en argentin que j'essaierai pas de citer vu que mon niveau en espagnol est à 0 donc c'est pas la peine. Bref, ça j'avais bien aimé parce que c'est aussi un faux plan séquence. Tout le film est comme un plan séquence avec, c'est un film d'horreur ou en tout cas de tension, on va dire hitchcockien, avec quelqu'un qui est caché dans une maison et des agresseurs, et en fait on suit, la caméra est proche de la personne qui est agressée, elle est avec sa fille me semble-t-il, donc c'était quand même très intéressant comme point de vue, très original. Je te laisse regarder ce film là si tu le connais pas, c'est quand même pas mal. Snake Eyes, j'en avais parlé aussi, je pense que j'avais fait une vidéo sur les plans séquences il y a très longtemps là, mais j'en avais parlé, Snake Eyes 1998 de Brian De Palma avec Nicolas Cage, où tu as un faux plan séquence aussi. J'avais dit que c'était un vrai plan séquence en me renseignant finalement. En fait, Brian De Palma avait dit que c'était un vrai, il avait menti récemment, il a dit que c'était un faux, il a coupé à certains endroits pareil, où il y a des portes qui s'ouvrent, ce genre de choses-là, avec, comment dire, un endroit où il y a, tu sais, où ils font la boxe, là, et lui est dans les coulisses, Nicolas Cage, et il marche, et en fait on le suit comme ça pendant, je sais plus, 10 minutes, quoi, c'est quand même relativement long, et à chaque fois il croise des personnages et une action différente. Donc j'avais trouvé quand même ça relativement bien, récemment bien fait au niveau des plans séquences. Récemment, je te dirais, je retiendrai Birdman en 2014, récemment, 2014, ouais, de Alejandro, c'est pas mal, hein, mon accent, Inarita, avec Michael Keaton. Si t'as pas vu le film, c'est un très bon film aussi. C'est un film que j'étais un petit peu, je te dirais, j'avais pas réellement envie de le voir. C'est pas quelque chose qui m'avait acheté commercialement, hein, au niveau du marketing de la bande-annonce. Finalement, quand je l'ai vu, j'ai pas été déçu. Il y a une profondeur psychologique réellement intense dans ce film-là. Les plans séquences sont vraiment bien faits et t'es au cœur de l'action. Michael Keaton joue extraordinairement bien. Il y a une scène quand même à la fin dans le Times Square qui est tournée avec les gens. Il n'y a pas de figurants, donc c'est vraiment l'acteur qui se balade en slip au milieu de Times Square. Il fallait le faire. Donc non, c'est quand même un bon film. Il y a un beau travail psychologique. Tout est basé sur la psychologie du personnage. Et il y a un beau travail de l'évolution de ce personnage-là qui est rattrapé, de cet acteur-là. Le personnage est un acteur qui est rattrapé par son propre personnage de Birdman. Voilà, donc ça termine ma vidéo sur 1917 que je te conseille d'aller voir si tu n'as pas vu. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Donc c'était cette petite vidéo sur 1917 de Sam Mendes que je t'invite à aller voir comme je viens de le dire. Petit message, peut-être en conclusion, très rapidement. Donc, je voudrais remercier tout le monde qui regarde la chaîne. On n'est pas nombreux, mais c'est pas grave. Il y a quand même du monde qui regarde la chaîne. Il y a des gens qui regardent toutes les vidéos que je fais. Je trouve ça cool, c'est courageux. Parce que c'est peut-être pas tous les sujets qui t'intéressent. C'est pour ça que je dis c'est courageux. Mes vidéos sont souvent un petit peu longues parce que j'aime parler d'un petit peu du cinéma hein, dans son ensemble. En plus du film, je parle d'autres films là-dedans qui me font penser à... Ce film-là me fait penser à d'autres films ou à d'autres acteurs ou à d'autres réalisateurs et boum,
boum, boum, je m'enfuis. Donc, ça donne, mais je trouve que ça donne un contenu plus large. Donc, je voudrais remercier tout le monde, ça c'est certain. C'est sûr que ça m'y fait penser à cette question de droit d'auteur. Je vois qu'il y a des gens qui continuent à suivre, c'est vraiment bien. Et puis, dernier petit message aussi sur le procès Johnny Depp versus Amber Heard. Bon, j'avais fait une vidéo là-dessus, il y a beaucoup de monde qui l'ont regardé, c'était mon point de vue, naturellement. Finalement, il y a eu le verdict à ce niveau-là. Hein. Bon, le verdict, je pense qu'il est ce qu'il est. Ce qui était très intéressant là-dessus, sur ce verdict-là, je terminerai là-dessus, mais finalement, en allant fouiller en arrière, il y a des gens qui ont pu réussir à parler, ceux qui étaient dans la salle, hein, parce qu'à ce moment-là, il y avait le secret, hein, le secret, tu peux pas, même si tu participes et que tu es dans la salle, tu es un journaliste par exemple, tu peux juste relater quelques faits, mais tu peux pas tout dire, hein, c'est impossible. Et là, en fait, ils ont pu parler, et ils disaient qu'il y avait 5 jurys, en fait, qu'on les voit pas, hein, la caméra, et la plupart sont dormés. Je trouvais ça drôle. Pendant le procès, ils dormaient, les gars. Ils avaient du mal à suivre, ça les intéressait pas vraiment, quoi. C'est toujours des gens qu'on choisit qui sont neutres par rapport aux partis, hein, les jurys. Donc, peut-être que c'est des gens qui sont pas trop dans le cinéma, qui sont pas très intéressés par le cinéma en majorité. Du coup, ça les faisait peut-être relativement chier d'avoir 2 personnes comme ça, multimillionnaires, en train de s'entre-déchirer pour essayer de savoir si l'un va gagner 50 ou l'autre 100 millions. C'est pas un intérêt excessif. Donc voilà. Et puis quand même, à noter que Johnny Depp est en procès encore à l'heure actuelle. Hein, donc, y a-t-il quelque chose qui se passe en arrière de Johnny Depp? On ne le sait pas, mais comme quoi il aurait attaqué quelqu'un sur un plateau. Alors, je te dirais que c'est une histoire à suivre. Je suis persuadé, ça c'est certain, qu'Amber Heard n'est pas une bonne personne, parce que ma foi, il y a eu plein de témoignages, et il y a eu plein même des producteurs, hein, on va dire, hein, ou même sa propre sœur, à un moment donné, en sa défaveur. Je suis pas certain non plus que Johnny Depp soit une bonne personne. Donc, je suis sûr pour un, je suis pas certain pour l'autre, mais j'ai des gros doutes pour l'autre qu'il soit une bonne personne, honnêtement. Je suis pas sûr que c'est quelqu'un de tout blanc non plus. Faut pas non plus mettre tout. Les gens ont toujours tendance à dire ouais, il y a un héros et un méchant. Là, je pense pas qu'il y a trop de héros et de méchants. Il y a quelqu'un de très méchant, puis il y a quelqu'un de passablement méchant. Donc, je terminerai là-dessus. Merci à tout le monde. Comme d'habitude, petit pouce bleu. Tes idées, des questions, des suggestions dans les commentaires. Les suggestions sont bienvenues. Si tu as des idées de vidéos que tu voudrais voir sur des thèmes à aborder, pas de souci. Podcast, comme d'habitude, tu vas retrouver le lien dans la description de la vidéo. Toujours pas de nouveaux podcasts, hein, tu as l'habitude depuis le temps. Et je te dis à la prochaine. Salut, bye. Je dis ciao, bye. Ciao, bye.